Bon alors si on a eu de la pluie pour le départ, pour nous pimenter un petit peu la chose, on a attendu tout le reste de la course qu'elle revienne, hein, et comme d'habitude, bah on l'a pas vu se pointer le bout du nez tout simplement. C'est dommage parce que ça aurait mis un petit peu d'animation parce qu'à la fin, c'était un peu dur. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix Rolex Made in Italy d'Émilie-Romagne 2022 de Formule 1. Je blague pas, c'est le nom complet. C'est parti. Première réaction, Sergio Pérez a été giga impressionnant ce week-end et même depuis le début de la saison, j'ai envie de vous dire, mauvaise qualification, surtout à cause finalement des nombreux drapeaux rouges et des conditions qui étaient assez changeantes. Il y en a qui gagnent et d'autres qui perdent, hein, c'est comme ça. Mais il nous a lâché un de ses starts des enfers en sprint race, comme on en voit de plus en plus rarement aujourd'hui. Patient et en même temps assez rapide, on va dire, dans la saisie d'opportunités. Boum, P3 à seulement 4 secondes de Verstappen sur cette sprint race, c'est beau. Rebelote du coup le dimanche, le start des enfers face aux Ferrari qui ont eu un petit peu plus de mal. Je me dis que c'est peut-être le côté droit de la piste qui était un chouïa moins bien, je sais pas. Et encore, quand on voit le départ de Tsunoda du même côté, non du coup, juste un très gros start sous la pluie de la part de Pérez et de Verstappen. Très intéressant encore une fois de voir que clairement il faut au moins un tour pour chauffer la gomme et qu'il faut prendre ce temps en compte d'un point de vue stratégique. Du coup Pérez repasse devant Leclerc après avoir mis les slicks et en prenant quand même un petit risque de doubler hors trajectoire sur une piste humide où ça peut vraiment mal se terminer en tout droit, etc. Bac à sable, tu connais. Derrière, il a bien roulé malgré quelques petites erreurs, un peu comme tout le monde finalement. Pérez a réussi à garder Leclerc derrière et à bonne distance avant que le Monégasque tente un dernier coup stratégique en mettant les softs en fin de course pour tenter de passer Pérez au jeu des arrêts, ce qui l'a fait rentrer au stand et a fait aussi rentrer par la même occasion Verstappen pour se mettre à l'abri, donc ça, normal. Alors oui, clairement, les Red Bull étaient un petit peu devant en termes d'amélioration sur la voiture, notamment sur l'avant du bib, vous savez, c'est au milieu de la voiture, devant le fond plat, avec une petite ailette pour essayer d'améliorer un petit peu l'appui et le flux d'air vers le reste de la voiture, sous la voiture. Et puis, petites améliorations aussi sur les écopes de frein arrière et la manière dont on arrive à extraire l'air chaud de ces freins. Donc plutôt pas mal. Les Red Bull meilleurs que les Ferrari, mais les deux voitures finalement sont assez proches, je trouve, mine de rien. En témoigne la course de Leclerc à poursuivre Pérez, ou la sprint race d'ailleurs, où le DRS a joué parfaitement le rôle qu'on voulait qu'il joue pour Verstappen, c'est-à-dire de revenir à hauteur au freinage et pas de simplement le déposer au plein milieu de la ligne droite. Du coup, d'un point de vue championnat, c'est carton plein pour Red Bull. Verstappen revient, mais Leclerc a encore une belle marge d'avance. Et au constructeur, Red Bull revient à 11 points, donc ça remet un petit peu de sauce et d'huile d'olive pour le championnat, et alors ça, du coup, on adore. Deuxième réaction, alors j'ai vu dans la presse ce matin, désastre pour Ferrari, grosse faute de Leclerc, etc. Enfin, toujours plus, comme on dit. Et je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit un désastre. Alors Sainz, on va être honnête, ça commence à faire un petit peu beaucoup, il y a des erreurs qui sont difficilement pardonnables, et il joue aussi quand même de malchance, mine de rien. Mais d'un point de vue résultat, et c'est aussi ça qu'on retient, c'est quand même pas très joli. Donc bon, ok, là pour le coup, c'est dur. Avec Ricciardo, pour le coup, c'est un incident de course un peu malheureux. Sainz a laissé vraiment bien plus que nécessaire en termes d'espace. Très bien, donc pas de souci. Ricciardo a voulu prendre une petite marge de sécurité en montant sur le vibreur et en fait, c'est ça qui l'a fait sous-virer légèrement, ce qui l'a fait toucher Sainz. Et derrière, vous connaissez l'histoire. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un 50-50. Des incidents comme ça, surtout sur un premier virage en course, ça arrive. Comme on a un circuit un petit peu à l'ancienne, avec des bacs à gravier, etc., le prix est beaucoup plus cher à payer. Le fait de ne pas avoir un Sainz dans la bataille pour la tête, ça donne des allures un petit peu de bataille de 2020, on va dire, où Verstappen bataillait seul avec une moins bonne voiture contre des Mercedes. Là, Leclerc a été un petit peu dans la même position. Les Red Bull se sont contentés d'assurer et de réagir au coup stratégique de Leclerc. Un Sainz aurait pu peut-être mettre un petit peu d'épices, on va dire, à tout ce beau monde. C'est bien dommage, mais je suis sûr que ça va arriver sur le reste de la saison. J'ai hâte de voir une bataille 2 contre 2, là, ça va être vraiment trop cool. L'erreur de Leclerc, elle est normale, j'allais dire. On est en début de championnat, c'est la première fois qu'il se bat pour le titre, que les Red Bull sont quand même un chouïa meilleur sur cette course. Honnêtement, je peux pas lui en vouloir d'aller tout donner, voire même d'aller un petit peu au-delà et de tenter de prendre la P2, quoi. En fait, vaut mieux que cette erreur arrive maintenant qu'en fin de saison. Il a été un petit peu trop gourmand, un petit peu trop de vitesse en entrée,
un petit peu trop de vibreurs et bisous. Du coup, bah, dans cette histoire, il lâche 7 points, ce qui est pas rien quand même. Il va apprendre du coup que oui, bah, parfois, faut se restreindre un petit peu, ce qui est absolument contre nature pour des pilotes de Formule 1, car il faut absolument marquer ces fameux points intermédiaires, comme disait Enzo Ferrari, il me semble, qui sont super importants pour le championnat et le titre. Alors d'un point de vue comptable, oui, ça fait mal pour Ferrari avec la sprint race et le doublé des Red Bull. De là à dire que c'est un désastre, non, c'est des petites erreurs, un petit peu de malchance qui ont effectivement de grosses conséquences. Et comme je vous le disais finalement la dernière fois, j'ai l'impression que la moindre petite erreur cette saison, elle coûte super cher. Alors on verra où Ferrari amène des évolutions, puisque la voiture c'est la même depuis Bahreïn, donc elle fonctionne vraiment très bien. Miami ce serait bien, Barcelone ce serait vraiment dernier carat, car tout le monde progresse. Mais c'est assez intéressant de voir comment la Ferrari a eu beaucoup de marsouinage ces 2 dernières courses. Pour l'instant ça n'a pas l'air trop d'affecter la performance, mais attention quand même. Troisième réaction, bon alors maintenant la vraie question, c'est qui est la troisième force du plateau? Parce que à Bahreïn, c'était assez clair que c'était Mercedes, malgré quelques petits problèmes, on va dire. Pareil à Jeddah et en Australie, les McLaren se sont réveillés et ça confirme ici à Imola. Alors McLaren s'est concentré sur l'amélioration de la beam wing pour Imola, donc quelques améliorations pour l'appui général on va dire de la voiture, mais ça ne peut pas expliquer à elle seule finalement ces petites améliorations, pourquoi on passe de dernier à Bahreïn à P3 aussi vite. Bon alors du coup on peut ajouter les conditions changeantes, la pluie, les températures plus fraîches, l'absence de problèmes de frein, enfin les fonctionnements des pneumatiques qui pour eux doivent être pile poil dans la bonne fenêtre d'utilisation. Et le fait que devant on a un Sainz qui est pas là, un Leclerc qui fait une erreur, et du coup on saisit toutes les opportunités chez McLaren. Dommage d'ailleurs pour Ricciardo qui a l'air d'être finalement assez proche de Lando Norris en termes de perfo. Dans l'incident avec Sainz, il se fait emboîter par Bottas, du coup il a eu des dégâts sur le diffuseur et donc forcément moins de performance sur l'entièreté de sa course, d'où son anonyme 18e et bonne dernière place en course malheureusement. Mais alors du coup ça fonctionne finalement bien pour les McLaren. La question qu'on peut se poser maintenant c'est: est-ce que Bahreïn finalement n'était qu'une exception par rapport aux autres circuits? J'ai pas encore la réponse pour tout vous dire. On a eu des Grands Prix qui à chaque fois avaient finalement des événements de course ou extérieurs, on va dire, qui nous ont empêchés d'avoir véritablement une course étalon, hein, comme on dit, qui se passe normalement, ou c'est peut-être parfois même un peu chiant, mais voilà. Alors on ajoute à cela le développement des voitures qui forcément va faire pas mal bouger la hiérarchie, et hop, forcément on n'y voit plus rien. Et du coup on se dirige vers une bataille Red Bull-Ferrari pour le titre, a priori pour le moment, et je dirais une bataille pour la P3 constructeur entre Mercedes et McLaren du coup. Parce que bon, George Russell, il amène quand même son char en P4, hein, en ayant du sous-virage à foison, parce qu'on lui a pas remis de l'appui sur l'aileron avant au stand. Il l'a dit lui-même, hein, ça servait à rien finalement de pousser pour tenter d'attaquer Norris, sinon il détruisait tout simplement ses pneus. C'est aussi pour cela que je remets un petit peu en perspective la très belle forme de Bottas en fin de course. Ça, on va peut-être un petit peu y revenir, mais les Alfa Romeo... Enfin, surtout Bottas, du coup, magnifique. D'un autre côté, on a un Lewis Hamilton P14. Ont-ils la même voiture? Je dirais oui. Enfin bon, c'est pas le genre de la maison de faire autrement, contrairement à Red Bull. Bref, en revanche, la grosse diff, elle se fait entre un pilote qui a eu un air propre et net devant lui pendant toute la course et un autre qui était derrière dans un train d'air sale, tout simplement. Alors je pense que si on inverse les positions entre Hamilton et Russell, le scénario reste à peu près le même. Peu de fois, Hamilton a réussi à se porter à hauteur de Gasly et pour cause, hein, les deux avaient le DRS tout le long. Donc je me dis, est-ce que la P4 de Russell est vraiment représentative finalement du niveau de la Mercedes? J'en suis pas si sûr. Je dirais qu'essentiellement, en fait, le circuit a beaucoup joué. C'est difficile de dépasser à Imola. Si vous êtes devant, sans problème, ça fonctionne. Si vous êtes derrière, ça devient vite un petit peu compliqué. Mais globalement, la Mercedes n'est peut-être pas si devant que ce à quoi moi je m'attendais. Après ces premières courses, ils ont juste réussi à chaque fois, surtout pour Russell finalement, à maximiser toutes les opportunités qu'ils ont eues devant eux. Difficile donc de trouver des excuses à Lewis Hamilton. Bravo George Russell, car sur cette course, et même on va dire depuis le début de la saison, pour l'instant, Russell supérieur à Lewis Hamilton et assez nettement. Du coup, selon certaines conditions, je dirais McLaren effectivement est plutôt P3 et derrière je mettrais, je sais pas dans quel ordre, mais Alfa Romeo, Mercedes, Alpine, dont on attend de voir un Alonso de plus avoir de malchance parce que bon voilà, et AlphaTauri et As. Et je viens de citer la moitié du peloton. Enfin bon, ouais, voyez un petit peu le délire quoi. Quatrième réaction, bon alors on a déglingué Aston Martin il y a 2 semaines, faut souligner que là il y a un vrai mieux, ça fait du bien. Les premiers points pour l'équipe, pour Vettel et pour Stroll. On parle de plus en plus à avoir leur fameuse version B, hein, vous savez, qui est dans la soufflerie en ce moment, pour Barcelone ou le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc à voir, on verra la nouvelle voiture d'Aston Martin.
P9 en qualif pour Vettel qui déjoue les pièges de la pluie et des drapeaux rouges. Ça retombe en P13 en course sprint sur du sec. Donc ça veut dire que dans des conditions, on va dire, un petit peu plus normales, c'est pas encore ça. Mais en course, en jouant avec les problèmes de Sainz, de Ricciardo, de Alonso, le unsafe release de Ocon, les As qui sont pas au mieux et les conditions changeantes, ça fait beaucoup d'alignements de planètes, mais ça fonctionne pas trop mal, même si les Aston Martin sont encore un petit peu derrière, notamment des AlphaTauri, puisque Tsunoda nous a sorti une magnifique course. D'ailleurs, en parlant des As, rapidement, Schumacher est passé totalement au travers de sa course, c'est vraiment dommage, parce qu'il a une voiture qui peut facilement marquer des points, et du coup, ça tranche de ouf avec un Guanyu Zhou dont on raillait les performances sans dire « mais F2, ceci, il est pas bon, etc. » Avant même qu'il entame la saison, lui, il a déjà scoré ses premiers points en Grand Prix et il est pas trop mal pour un rookie qui a fait 4 courses, vraiment plutôt bien. Et je termine sur le fait que Vettel sert de mentor, vraiment dans tous les sens à Schumacher et demande même à la radio assez rapidement à la fin de la course comment s'est passée la course de Mick. Voilà, à son ingénieur qui lui répond je sais pas, bon. Un peu de baume au cœur pour un Vettel que certains voient déjà partir en fin de saison, voire même avant. Alors j'avoue que faut pas être devin pour comprendre le langage corporel de Vettel pour voir qu'il prend presque pas de plaisir au volant ou même globalement sur la direction que prend la F1, c'est pas vraiment dans son truc quoi. Donc on verra. 5e et dernière réaction, on va parler de la sprint race, la course en elle-même en fait. Surtout à Imola, ça me fait pas spécialement frissonner. D'ailleurs sur le sec, le DRS a tellement amplifié les performances de la voiture suiveuse qu'on dépassait le milieu de ligne droite, donc il n'y avait absolument aucun intérêt. Le DRS a été beaucoup trop puissant sur le sec. Fallait s'appeler finalement Verstappen et voir une confrontation Red Bull-Ferrari pour voir que la perfo des voitures était assez similaire et donc là le DRS remplit sa fonction comme on le veut. On a vu à quel point une Red Bull ou une Ferrari, que ce soit Sainz ou Perez, était large au-dessus en termes de performance sur les autres voitures dans le peloton, donc bon, voilà. Autrement, c'est avoir un deuxième départ dans un week-end de Grand Prix et le reste de la course, il n'y a pas énormément ou beaucoup de suspense au final. Après, dans la globalité du format, le fait d'avoir un enjeu le vendredi, le samedi et le dimanche, oui, pourquoi pas. Maintenant, je ressors de ce week-end en l'ayant trouvé vraiment plus long que d'habitude. Je sais pas si c'est une bonne chose pour le coup. J'ai du mal à vraiment me souvenir de tout au final et c'est un petit peu dommage. Alors clairement, le format du week-end est toujours pas le bon. La FP2 sert à rien le samedi matin, sauf là dans ce cas-là où on a passé les pneus secs pour la première fois et voir un petit peu à quoi on pouvait s'attendre en sprint race. Parce que la veille c'était la flotte, donc autrement c'était compliqué. Mais 1 heure de free practice le vendredi, dans un contexte où on doit massivement développer les voitures, c'est un petit peu dommage, je trouve. En soi, s'il se passe pas de dinguerie en qualif, comme un Sainz ou un Perez un petit peu derrière, effectivement, c'est une procession sur un circuit comme Imola, où c'est difficile de dépasser. D'ailleurs, le Grand Prix a pas été non plus le plus foufou de la Terre. On a passé les 2 tiers de la course à regarder Hamilton buter contre Gasly. C'était difficile, parce que en fait, il y avait que ça d'intéressant. Tous les autres pilotes étaient isolés les uns des autres, donc super circuit, historique, etc. Incroyable pour le pilotage, mais d'un point de vue spectacle, bof quoi. Bon allez, je vous lâche avec un petit bonus, rapide bonus avec le double podium d'Isaac Hadjar en Formule 3 et la win de Théo Pourchaire en course longue en Formule 2 le dimanche. Ça marque des points et pour vous donner un rapide avis, j'avoue que je suis beaucoup plus hypé par la F3 que la F2, mais ça date pas d'hier. Je sais pas, la F3, c'est rapide, c'est de l'attaque, alors que la F2, c'est plus un mini Grand Prix, on va dire. C'est un petit peu moins dynamique, c'est un peu plus long, ça me plaît un petit peu moins. Voilà. C'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix de Miami, qui sortira probablement un petit peu plus tard que d'habitude d'ailleurs. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.